Bonjour, je vais commencer aujourd'hui une série de 4 vidéos consacrées à la théorie de l'inflation cosmologique, sous le titre général Les hauts et les bas de l'inflation. Encore jeune chercheur, en 1981, j'étais orateur invité à la session annuelle de l'école de Goutelat, ça se passe dans le département de la Loire. Alors, la thématique portait en fait sur les noyaux actifs de galaxies. J'avais eu l'occasion de présenter mes travaux très préliminaires sur la destruction d'étoiles par les forces de marée des trous noirs géants au centre des galaxies, qui me conduirait d'ailleurs l'année d'après à proposer avec Brandon Carter le modèle des crêpes stellaires flambées. Donc rien à voir avec la cosmologie, mais cette même année, en fait, je venais de publier un article dans la revue spécialisée Astronomy and Astrophysics, où j'étudiais l'influence d'une masse non nulle des neutrinos sur la courbure de l'univers et son évolution future. C'était mon premier article technique, en fait, sur la cosmologie. Alors la grande question de l'époque, en cosmologie toujours, c'était en effet de savoir comment se situe la densité d'énergie réelle de l'univers par rapport à ce qu'on appelle la densité critique, c'est-à-dire celle qui sépare les espaces à courbure négative de ceux à courbure positive. Alors est-ce qu'elle est plus petite, égale ou plus grande? Alors on trouvait d'un côté les partisans d'un univers de densité sous-critique, c'est-à-dire de courbure négative, donc un univers ouvert et en expansion perpétuelle. D'ailleurs, les observations de l'époque sur la distribution de la matière cosmique appuyaient fortement cette hypothèse. Alors de l'autre côté, restaient quand même des défenseurs d'un univers de densité surcritique, avec une courbure positive, un univers fermé, et qui s'achevait dans un Big Crunch. Et le cas limite, en fait, correspondant exactement, mais vraiment exactement à la densité critique, c'est-à-dire celui d'un espace euclidien, qui aurait une courbure strictement nulle, ouvert et en expansion perpétuelle, dont d'ailleurs une version simplifiée avait été proposée en 1932 par Einstein et De Sitter, mais elle semblait en fait très improbable, compte tenu en fait de la précision infinie que cela exigeait sur la valeur des paramètres de l'univers, la courbure exactement nulle et ainsi de suite. Alors donc on n'avait pas du tout discuté de cette question, évidemment, durant l'école de Goutelat, puisque ce n'était pas du tout le sujet. Mais je me souviens parfaitement que sur le chemin de retour vers Paris, effectué en voiture, accompagné de 3 autres jeunes chercheurs, nous avions débattu un petit peu du problème cosmologique. J'avais fini en fait par lancer une idée cocasse. J'avais dit, imaginez que l'on découvre un jour un mécanisme physique qui force l'univers à avoir exactement la densité critique. Ce serait quand même assez amusant, j'avais dit. Alors ça ressemblait plus à une boutade provocatrice qu'à une proposition sensée, et du coup, nos échanges s'étaient arrêtés là. En fait, on ignorait complètement qu'un an auparavant, donc en 1980, le physicien américain Alan Guth avait précisément présenté un tel mécanisme qu'il avait judicieusement baptisé inflation. En fait, un nouveau chapitre de la cosmologie théorique s'ouvrait, aboutissant en fait à l'actuel modèle standard de la cosmologie. Remontons encore de quelques années en arrière. On est en 1973, Sheldon Glashow et Howard Georgi, deux physiciens théoriciens, proposent une nouvelle théorie dite de grande unification. En anglais, GUT, G-U-T, Grand Unified Theory. Une théorie censée décrire donc une hypothétique interaction électronucléaire qui serait en fait l'unification des 3 interactions électromagnétiques faibles et fortes que nous connaissons en fait dans le monde d'aujourd'hui au niveau des particules. Alors notons que la gravité est exclue de la grande unification, qui n'est donc pas si grande que cela. Oui, la plupart des physiciens des particules à l'époque ignoraient en fait la relativité générale, c'est-à-dire la gravitation précisément. Alors cette superforce électronucléaire ne pouvait exister qu'à une température et une densité d'énergie extraordinairement élevée. Et donc seul l'univers plus jeune que 10 puissance moins 35 secondes, vous imaginez ce temps extraordinairement court, avait pu la voir régner. Or, l'univers se refroidit très vite en raison de l'expansion. Ce faisant, l'interaction forte se découple des autres. Elle engendre donc une transition de phase,
un petit peu comme l'eau qui se refroidit pour se transformer en glace. Alors, pour l'univers primitif, il se serait agi d'une brisure de symétrie, comme on l'appelle, d'une forme d'énergie du vide, qu'on appelle le champ de Higgs, lequel donc serait passé d'un état instable, appelé le faux vide, analogue, si vous voulez, à un crayon en équilibre sur sa pointe, à un état stable de vrai vide. En quelque sorte, le crayon couché sur la table. Donc toute transition de phase dégage de l'énergie, à l'instar de la chaleur latente qui est libérée lorsque l'eau gèle. Et dans le cas de la brisure de symétrie de grande unification, la libération d'énergie aurait été colossale. Venue du vide quantique, cette énergie, en fait, très fortement répulsive, déclenche une brutale accélération de l'expansion du jeune univers, lui imprimant un rythme exponentiel phénoménal. Donc son effet est radical. En seulement 10 puissance moins 32 secondes, la taille de l'univers augmente d'un facteur de plus de 10 puissance 50. Et quand le processus s'achève, le champ s'évanouit, l'énergie du vide s'est convertie en rayonnement et en particules de matière, la courbure de l'espace a été aplanie, l'espace a été en quelque sorte lissé, et sa densité d'énergie a atteint exactement la valeur critique. Voilà, donc simplifier tout de même le scénario en fait de base de l'inflation. Alors de fait, Alan Guth n'avait pas été le premier à envisager un tel processus, mais il avait eu la bonne idée de lui donner son nom très frappant d'inflation et d'en explorer les conséquences cosmologiques, ce qu'en avaient pas fait ses prédécesseurs. Oui, les prédécesseurs, parce que c'est en réalité le Belge François Englert qui en 1978 avait été le premier à étudier avec Robert Boot et Edgar Gonzig à l'Université libre de Bruxelles comment une brisure de symétrie du modèle standard de grande unification pouvait conduire à une brève phase de croissance exponentielle de l'espace. Alors on se souvient que déjà associé à Robert Boot, Englert avait proposé plus tôt, c'est-à-dire dès 1964, d'expliquer pourquoi la masse des particules élémentaires, autres que les photons, était non nulle. Et pour cela, il fallait un mécanisme faisant également intervenir une brisure de symétrie de certains états de l'énergie du vide. Alors le même mécanisme ayant été envisagé presque simultanément et indépendamment par le physicien écossais Peter Higgs, le mécanisme est dit le Higgs-Englert. Donc 15 ans plus tard, la prédiction d'une période d'inflation cosmique accompagnant l'apparition de l'interaction forte s'est située tout à fait dans le prolongement logique de leurs travaux antérieurs. Oui, mais à ceci près que, contrairement au champ de Higgs-Englert, qui a été mis en évidence expérimentalement au CERN plus tard, la théorie Guth a prédit un temps de désintégration des protons qui, lui, n'a jamais été observé. Donc par conséquent, l'idée était peut-être jolie, mais rien ne garantit que l'univers primordial ait été dominé par une superforce électronucléaire. Voilà. Bon, je n'anticipe pas trop sur les difficultés du modèle, sur lesquelles je reviendrai assez longuement plus loin. Alors on revient au mois de juillet 1979. Donc après avoir publié ma simulation numérique de l'apparence d'un trou noir entouré d'un disque d'accrétion mince, j'avais participé à la prestigieuse école de physique théorique des Ouches, en Haute-Savoie, session 32, intitulée Cosmologie physique. Alors, encore novice dans la discipline, je faisais partie des nombreux étudiants suivant avec plus ou moins de peine les exposés très techniques délivrés par des cosmologistes chevronnés. Alors, parmi eux, il y avait Jim Peebles, futur prix Nobel 2019, qui donnait un cours sur les amas de galaxies. Et de son côté, François Englert présentait son nouveau travail sur ce qu'il appelait la création de l'univers consécutive à une brisure de symétrie de grande unification. Alors, en étant à l'époque pas du tout formé aux arcanes de la physique des hautes énergies, je dois reconnaître que je n'avais pas compris grand-chose au cours d'Englert. Mais je me souviens quand même parfaitement qu'il nous avait surpris en nous démontrant, force équation à l'appui, que le facteur d'échelle de l'univers avait dû connaître une très brève phase de croissance exponentielle. Voilà.
pour la paternité de cette idée. Alors pour les curieux qui voudraient consulter en bibliothèque universitaire les actes du colloque, c'est à la page 529 de ce très gros volume. Alors donc si Engler n'est généralement pas associé à la découverte du mécanisme d'inflation, c'est parce que, pur physicien théoricien, il n'avait pas participé à la mise en évidence explicite des avantages cosmologiques du scénario, ce que Figut en fait 2 ans plus tard. Alors je me souviens d'un cours de cosmologie que j'avais donné bien plus tard, en 2003 en fait, à l'Université libre de Bruxelles et auquel Engler m'avait fait l'honneur d'assister. Et à la fin, justement, je lui avais parlé en privé de ce qui m'apparaissait déjà à l'époque comme une double injustice. D'une part, le fait que le boson, dont il avait été le premier à proposer l'existence, il était le plus souvent appelé boson de Higgs, et d'autre part, qu'il n'était jamais cité comme le premier promoteur des modèles d'inflation. Et il m'avait répondu avec la même modestie et la même philosophie que celle dont son compatriote Georges Lemaître avait fait preuve un demi-siècle auparavant à l'égard de la paternité des modèles de Big Bang. Alors pour être complet, sur le plan historique, je dois ajouter que, indépendamment d'Engler, le russe Alex Starobinsky avait lui aussi proposé en 1979 un processus de type inflatoire permettant à des fluctuations quantiques au départ microscopique, de grossir à une taille macroscopique et d'engendrer finalement des irrégularités de température et de densité dans le rayonnement de fond cosmologique, lesquels seraient effectivement détectés pour la première fois en 1992. Alors bref, donc après l'enthousiasme initial suscité par l'article de Guth, auquel donc la paternité de l'inflation allait être unanimement attribuée, on s'est vite aperçu que le modèle qu'il proposait pour la forme du champ d'énergie répulsive ne marchait pas. Or, qu'à cela ne tienne, l'idée semblait trop bonne pour être abandonnée. Et le modèle de Guth fut rebaptisé Old Inflation et remplacé dès 1982 par une série de modèles baptisés New Inflation, bâti sur mesure par quelques ténors de la cosmologie théorique, comme les Russes Andrei Linde, Slava Mukhanov, Alex Vilenkin, ou encore l'Américain Paul Steinhardt, dont j'aurai l'occasion de reparler pas mal. Alors de telles constructions théoriques sont possibles en fait du fait que l'hypothétique champ qui imprègne l'espace, qu'on appelle inflaton, parfois aussi dilaton, il est de type scalaire. C'est-à-dire, en fait, qu'il prend une certaine valeur numérique en chaque point de l'espace. Et son intensité en un point donné détermine la densité d'énergie. Donc, ça veut dire que la relation entre l'intensité du champ et la densité d'énergie, elle est représentée par une courbe qui ressemble à une colline, et dont la forme détermine les propriétés de l'univers quand l'inflation est terminée. Par exemple, savoir si oui ou non l'espace devient plat et lisse, s'il présente des variations de température et de densité qui sont invariantes d'échelle ou pas, et ainsi de suite. Et comme l'inflaton est purement hypothétique, libre aux chercheurs en physique théorique de bâtir des centaines de modèles en supposant telle ou telle forme particulière pour la colline qui les représente. D'ailleurs, en 2013, 3 collègues de l'Institut d'astrophysique de Paris et de l'Université de Louvain ont publié une Encyclopædia Inflationaris qui recensait en fait des centaines de modèles d'inflation différents, allant de modèles relativement standards, comme le populaire scénario dit en pente douce, slow roll inflation en anglais, à des modèles de plus en plus extravagants. Alors, voilà, je cite en vrac l'inflation intermédiaire, l'inflation hybride, l'inflation à boucle, l'inflation à petit champ, l'inflation SUSY exponentielle, l'inflation à potentiel logarithmique, la double inflation, ou enfin l'inflation à courte échelle, pour ne citer que quelques-uns de ces modèles au nom plutôt pittoresque. Alors les confrontations de leurs prédictions théoriques aux observations ont éliminé déjà à cette époque la grande majorité d'entre eux, mais 74 restaient encore en compétition, tous rendant approximativement compte des caractéristiques observées dans le rayonnement fossile.
Alors je reviendrai dans une vidéo ultérieure sur cette extrême flexibilité de la théorie qui lui fait évidemment tort sur le plan épistémologique. Alors en attendant, pourquoi l'idée de base paraissait-elle si bonne? Eh bien parce qu'elle était censée fournir, pour la première fois, une explication cohérente à un certain nombre de questions qui ne semblaient pas pouvoir être résolues par la théorie classique du Big Bang. C'est ainsi qu'à la suite de l'article de Guth, conférences, monographies scientifiques, pages de vulgarisation du monde entier ont commencé à réciter quasi religieusement, un petit peu à la manière de mantra, les trois problèmes censés justifier l'inflation. C'est-à-dire celui des monopoles magnétiques, celui de la platitude de l'espace et celui de l'homogénéité du fond diffus cosmologique. Or, en toute objectivité, ces problèmes n'en sont pas et n'en ont jamais été. J'essaierai de vous expliquer pourquoi dans la prochaine vidéo. À bientôt.